Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bonsoir une fois de plus sur Canantropus Web. Nous rencontrons dans le cadre des démarches et des échanges qu'on fait souvent avec les personnalités politiques et ceux de la société civile de passage à Paris. Nous rencontrons aujourd'hui Maître Olivier Gouara, qui est un avocat au barreau du Tchad et qui exerce en N'Djamena. Maître Olivier, bonsoir plutôt. Bonsoir, monsieur Asselineau. Tout le plaisir est pour nous aujourd'hui de vous rencontrer à Paris et de pouvoir échanger avec vous. Vous êtes avocat en N'Djamena. Je voudrais de prime abord commencer avec vous pour savoir quelles sont les complexités du métier de l'avocat dans un pays comme le Tchad et dans une société comme la nôtre au Tchad. Le plaisir il est partagé et je vous remercie vivement de l'accueil et de l'opportunité que vous m'offrez. C'est vrai, je suis Maître Olivier Gouara, j'exerce en N'Djamena, avocat, comme avocat. Notre métier, il est assez complexe. Je pense que le terme que vous avez employé s'y est à merveille, la complexité. Complexe parce que c'est un métier qui est assez jeune. Complexe également parce que c'est un métier qui est méconnu par nos concitoyens. La mission qui est assignée n'est pas connue. Cela est dû certainement, comme vous le savez, au retard accusé à cause de différents événements intervenus dans notre cher pays, qui ont fait qu'il y a eu des retards dans l'évolution des institutions. Parce que le barreau du Tchad est une institution. Une jeune institution parce que nous sommes régis par une loi qui date de 1996. 1996, vous noterez que c'est assez jeune pour une institution de la République, mais je crois que tout a été mis en œuvre après la conférence nationale souveraine. Donc voilà, comme on était à partir de cette conférence, là il était question de jeter les bases des nouvelles institutions de la République et justement la naissance du barreau, on va dire la naissance formelle. Parce que bien avant ça, il y a eu des grands avocats que vous connaissez, les Amadinaté, Maître Thérèse, et, je crois, Maître Garé, il y en a d'autres, bien entendu, que je ne vais pas tous les citer. Donc, malheureusement, nos concitoyens ne savent pas ce que c'est qu'un avocat, ou du moins ne savent pas ce que l'avocat peut leur apporter dans le cadre d'un conflit, d'un litige. Parce qu'en réalité, l'avocat n'intervient pas seulement lorsqu'il y a un différend judiciaire. Nous exerçons également la profession de conseil. Donc, c'est-à-dire que en amont, nous pouvons intervenir pour éviter qu'il y ait un litige. Et malheureusement, nous sommes, je dirais, il y a eu une évolution un peu négative des choses. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'avocat au Tchad, nos concitoyens, bien entendu, pense que l'avocat c'est celui qui forcément se sucre sur le dos des gens. À la limite, nous avons déjà entendu que les avocats étaient des commerçants. Parce qu'on appelle ceux qui viennent vers nous les clients. Nous avons entendu que les avocats étaient des escrocs. Mais je pense que tout ça dénote simplement de l'ignorance de certains de nos concitoyens. Vous êtes combien d'avocats au Tchad? Je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que nous ne devons pas atteindre, avocats titulaires et stagiaires compris, 300 avocats. Et la moyenne d'âge? Nous sommes, c'est une moyenne d'âge de 35. 35 jeune. Oui, le barreau est très très jeune. Et voilà. Il vous est arrivé dans le cadre des procès où des clients se sont retournés contre des avocats parce qu'ils estiment qu'ils ont été mal défendus? Oui, bien entendu. L'avocat peut engager sa responsabilité civile dans un procès. Ce n'est pas parce qu'il a perdu qu'un procès qu'on se retourne automatiquement vers lui, parce que l'avocat il a une obligation de moyens et non de résultats. Je le dis, hein, surtout dans une société aussi complexe comme la nôtre.
C'est pourquoi je pose la question. Oui, j'ai déjà rencontré une situation comme ça, où un client s'est retourné contre son avocat parce que ce dernier n'a pas exercé les voies de recours qu'il fallait faire. Il a estimé qu'il a perdu le procès à cause de cet avocat. La responsabilité civile de l'avocat a été engagée et je pense qu'il a été condamné à payer une dizaine de millions. Il n'y a pas eu beaucoup d'exemples comme ça? À ma connaissance, c'est le seul exemple que je connais. Et je pense que les avocats ont également une obligation de prendre une police d'assurance pour les couvrir. Je ne sais pas comment ils le font, mais bon, c'est une obligation. Ce métier en lui-même, c'est pas un métier risqué? Bien sûr. Dans un pays comme le Tchad? Oui. Pris individuellement, nous avons déjà vu beaucoup d'avocats se faire agresser par la partie adverse. Moi, personnellement, j'ai été déjà victime 2 ou 3 fois. Bien entendu, moi j'ai mis personnellement, excusez-moi de dire moi, mais j'ai mis ça sur le compte de l'ignorance. De l'ignorance parce que chez nous, lorsqu'il y a un procès, ça devient un problème à la limite personnelle. Alors que la justice est une institution qui arbitre un litige entre des individus lorsqu'ils ne s'entendent pas sur un point donné. Donc, il y a eu le cas le plus notoirement connu, il y a eu le cas de Maître Joseph Beydi, qui s'est fait dans les années 90. Dans les années 90. Et plus récemment, il y a eu le cas de... Je pense à Doba. Doba, oui, à Doba, de Maître Domra Manasseh. C'est vrai que j'étais plutôt de l'autre côté, parce que je défendais le gouverneur Adam Naki Chafadine en son temps. Et voilà, il y a des situations où les avocats sont pris à partie. Sur les rapports des avocats avec les magistrats ou encore plus haut que les magistrats, peut-être avec la maison, est-ce que les choses vous sont facilitées dans le travail, dans la coopération? Oui, je veux dire que c'est assez le rapport entre différents acteurs de la justice, et notamment magistrats et avocats. Normalement, il devrait avoir une relation de collaboration. Mais en même temps, ces deux institutions antinomiques. C'est-à-dire, expliquer un peu aux Tchadiens. Pour la simple raison que... En français facile, comme ils disent, ouais. Pour la simple raison que un avocat ne peut pas être l'ami des magistrats. On peut entretenir des rapports professionnels, mais nos rapports doivent s'arrêter à la porte du prétoire. Malheureusement, nous constatons que de plus en plus, il y a des avocats et des magistrats qui vont boire un verre ensemble. C'est vrai. Vous avez des exemples? Je ne vous citerai pas de nom, bien entendu. Mais il en existe, vous voulez dire. Mais il en existe. Tous les soirs, si vous faites un tour, vous tomberez sur des avocats et des magistrats qui sont copains. C'est assez grave quand même. Hein, ouais. Oui, c'est vrai que la loi prévoit que lorsque dans une situation donnée, il y a une certaine amitié entre un avocat et un magistrat, il y a une possibilité de récusation. C'est-à-dire que la partie adverse qui a des preuves peut demander à ce juge-là de s'abstenir ou tout simplement de le récuser pour qu'il ne puisse pas participer au débat s'agissant du dossier en question. Mais je pense qu'il s'agit d'un problème de déontologie. Ailleurs, même si cela peut exister, cela ne doit pas se faire au vu et au su de tout le monde. Est-ce que cet exemple-là ne met pas encore du grain à moudre, ne vient pas ajouter du grain à moudre sur tous ceux qui accusent la justice de corruption, des exemples comme ça? Bien entendu que cela concourt à enlever, ou du moins à ôter une certaine crédibilité à l'appareil judiciaire. Vous le savez certainement, aujourd'hui, les justiciables n'ont plus confiance en la justice au Tchad. Pourquoi? Pour la simple raison que vous avez touché du doigt le problème de la corruption. Oui, c'est un sujet qu'on avait évoqué sur Tchadantropus Tribune. Exactement. Cette corruption qui gangrène le milieu judiciaire, il n'est pas seulement l'apanage des juges, mais c'est aussi
le fait de certains avocats qui s'adonnent à cette pratique-là. Et ils le font. Sorti quand même de la bouche d'un avocat, ça a toute son importance. Oui, mais on va pas le nier. Cela, c'est un fait indéniable. Oui, il y a des avocats qu'on appelle des avocats porteurs de sac, comme l'a si bien appelé un jour. Est-ce qu'au niveau du ministre de la Justice, on ne se rend pas compte de ça? Est-ce qu'on ne prend pas des dispositions pour la crédibilité de la justice? Vous savez que le problème de la corruption se trouve dans la dénonciation. C'est assez difficile. C'est ce que nous on fait. C'est assez difficile de rapporter la preuve. D'accord. Pour la simple raison que le corrupteur, lorsqu'il va vers le corrompu, il y a une certaine, on va dire, une collision. Il y a un rideau. Il y a une certaine collision. Et si le corrupteur venait à dénoncer le corrompu, pour une raison ou pour une autre, c'est que lui aussi, ouais, il n'est pas à l'abri. Donc voilà le problème de la corruption. Donc du coup, il y a cette situation de dénonciation qui ne se fait pas. Il y a un certain laxisme également, et ce laxisme-là, vous le savez, c'est un peu propre, je veux le dire, à la culture tchadienne. Nous sommes encore au niveau où nous pensons que dénoncer quelqu'un pour un fait de corruption est la trahison. Et dans nos milieux respectifs, oui, donc la corruption, peut-être beaucoup de nos concitoyens ne s'en rendent pas compte. C'est un mal qui touche tout le monde. Moi, certainement, je ne vais parler que du milieu que je connais le mieux, c'est-à-dire celui de la justice. Aujourd'hui, c'est une réalité, une triste réalité. Cette corruption, elle existe. Et beaucoup de justiciables s'en ont plein. Beaucoup d'avocats s'en plaint aussi. Ok. S'en plaignent. Aujourd'hui, c'est peut-être le mal qui risque de faire, qui va peut-être être un frein à l'évolution de notre profession. De la société même. De notre profession. Okay. Pour ne s'arrêter que à la justice. Imaginez-vous. Finalement, tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux par rapport à ça, ce qu'on nous envoie et pour dénoncer par rapport à certains avocats, par rapport à certains juges, finalement c'est vrai. Oui, comme je vous l'ai dit, la réalité elle est là. C'est un mal qui existe. Demandez à certains magistrats, ils vous le diront, s'ils sortent de leur obligation de réserve. Demandez à certains avocats, ils vous le diront. Aujourd'hui, nous avons des anciens avocats qui ne veulent plus venir au prétoire. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les dés sont pipés d'avance. On sait qu'aujourd'hui, dans certaines affaires, il faut mettre de l'argent pour pouvoir gagner certaines affaires. Moi, je n'invente rien. Je suis arrivé il n'y a pas longtemps dans la profession. Je pense que ça existait avant moi. Ce que vous êtes en train de dire, Maître Guara, ne va pas vous porter préjudice? Je le dis librement. Pourquoi je le dis? Je le dis simplement parce que je me suis rendu compte tout simplement que ce phénomène de corruption enlève la beauté de la profession d'avocat. Si on ne peut plus convaincre par la parole, si on ne peut plus convaincre par l'argumentation, ça veut dire que l'avocat devient un faire-valoir. C'est quoi? C'est un cri de cœur? C'est une alerte. Et je le dis à l'attention des jeunes. Ceux qui veulent embrasser la carrière? Ceux qui veulent embrasser la carrière et ceux qui sont dans la profession. Lorsque vous corrompez, vous ne savez pas si votre adversaire également peut corrompre. Tout à fait. Donc vous voyez à peu près à quoi on joue. Ça veut dire que celui qui a le plus de moyens va gagner le procès. Et du coup, donc, moi j'estime tout simplement que ça concerne tout le monde, ce problème de corruption. Et il faut mettre le bouchée double pour essayer de l'enrayer. Dans l'exercice de votre fonction, vous avez eu à défendre des autorités sur la place publique.
Et je voudrais un peu échanger avec vous sur certains confrères qui ont été arrêtés et envoyés en prison. Avant de spécifier les choses, je voudrais savoir un peu sur cette histoire de pénalisation envers les journalistes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement comment on a pris la décision de ne pas envoyer les journalistes derrière les barreaux et pourquoi son contraire se produit? Oui, vous parlez de la dépénalisation du délit de presse. Ouais. Bien entendu, vous êtes mieux placé que moi en tant que journaliste. Il y a eu une lutte qui a été menée, je crois qu'avec des partenaires, et ils ont décidé pour le bien de la démocratie, qu'il y ait une certaine dépénalisation du délit de presse. Effectivement, le délit de diffamation aujourd'hui n'est pas sanctionné par une condamnation à une peine privative de liberté, sauf dans certains cas où si il y a des journalistes dans l'exercice de leur profession sont coupables de l'incitation à la haine. Là, c'est passible d'une peine de prison. Donc, malheureusement, aujourd'hui, si je peux revenir au cas que vous avez évoqué, le cas du journaliste Martin Inouye, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ils étaient deux, hein? Oui, avec le directeur de publication du journal Moustique, M. Boukar Abdraman Koyon. D'accord. Qui n'a pas été condamné à une peine de prison. Tout à fait, qui est sorti. Voilà. Lui, il est dehors. Donc, celui qui est aujourd'hui en prison, c'est M. Inouye. Tout à fait. Qui a écopé, il faut le rappeler, de 3 ans d'emprisonnement ferme. Pourquoi? Pour diffamation. Alors, expliquez-nous. Pour diffamation et pour association de malfaiteurs informatiques. Il s'agit d'un nouveau... Une nouvelle loi? Oui, d'une nouvelle infraction qui apparaît avec le nouveau code pénal qui a été promulgué, je crois qu'il y a 2 ans ou 3 ans. Je ne vais pas refaire le procès ici, vous êtes d'accord avec moi? Donc, seulement, cette décision-là nous a un peu surpris. Avant que je ne vienne ici, j'ai tenu avec mes confrères, 2 autres de mes confrères qui étaient également dans le dossier. Nous avons tenu un point de presse où nous avons dénoncé le ridicule de la décision. Je n'ai pas peur de le dire. Le ridicule de la décision. Le cas Inouye est une diffamation et qui a été requalifiée autrement, ou il avait été initialement poursuivi pour diffamation. Tout à fait. Et pour dénonciation calomnieuse, parce qu'il n'était pas le seul, la seule personne qui avait été interpellée par la police. Je pense qu'en dehors de ces 2 journalistes, il y avait un autre journaliste également, Modé Israël, qui est, je sais plus, directeur de publication du Baromètre. Oui, quelque chose comme ça. Voilà, bon, je pense, si je ne me trompe pas, et qui a été mis hors de cause par le procureur de la République lorsque le dossier a été déféré. Ce qui, en droit, n'existe pas. Le procureur ne peut pas prendre quelqu'un comme ça et dire il est hors de cause. Il dit hors de cause. Non. Et ça, je le dis haut et fort. Le procureur peut décider d'un classement sans suite. Mais il ne peut pas dire que telle personne dans telle affaire est mise hors de cause. Ça relève de prérogatives du juge du fond. C'est-à-dire, lorsque le dossier est envoyé à un juge pour que l'affaire soit jugée, en ce moment, après les débats, le juge peut décider que telle personne est retenue dans les liens de la prévention et telle autre est mise hors de cause. Le procureur ne peut pas le faire. C'est pourquoi, dès les premiers jours de cette affaire, j'ai crié à l'incompétence. Maître Olivier, à vous entendre, on tombe, on est ébahi. Est-ce que ces juges, procureurs, magistrats, je remonterai jusqu'aux ministres, différents ministres, parce qu'il n'y a pas que Djimé Arabi qui a occupé ce poste de ministre de la Justice. Bien avant lui,
Il y en a plusieurs qui sont passés par là. Depuis tout ce temps, il y a tous ces chevauchements-là. Mais personne n'y a pas eu, je ne sais pas, des gens comme vous qui ont crié à l'alerte et pour dire attention, on est en train d'aller vers un mur. Oui. Personne. Parce que le cas Inouï dont on en parle, que vous défendez, est une diffamation. Nous tous, de l'extérieur, on avait suivi le procès et comme on est un peu alerte là-dessus, on a compris que c'est pour une histoire de diffamation sur la personne de Toupta Boguena. Et bizarrement, cette chose-là a pris de l'ampleur et hop, on tape sur la personne et je pense que Idriss Déby, qui est le premier magistrat, si on lui raconterait ça, il en tomberait de nu. On ne peut pas mettre quelqu'un, excusez-moi, sauf, je parle sous votre contrôle, mettre quelqu'un, un journaliste, avec toutes les lois qui ont été faites, en prison, 3 ans de prison, parce que on réqualifie complètement de la diffamation, on passe à autre chose. Oui, monsieur Assilek, c'est vrai que à l'heure où je vous parle, je ne saurais vous donner les motivations des juges. Pourquoi? Pour la simple raison que la décision n'a pas été rédigée. C'est aberrant. C'est aussi incroyable ça. Oui, parce qu'il est fait obligation aux juges, au moment du vider de leur délibéré, de rédiger le factum qu'on retrouve dans le dossier. C'est-à-dire, on doit déjà savoir quelles sont les motivations du juge. Aujourd'hui, nous n'avons qu'un extrait du jugement. Qu'un extrait. Et dans cet extrait-là, M. Boucar et M. Martin Inouï sont tous deux condamnés pour diffamation et association de malfaiteurs informatiques. L'un écope d'une peine de prison, l'autre n'écope que d'une amende. Enfin, la double peine pour M. Inouï, puisqu'il est aussi à amende. D'une amende. Alors nous, avocats, nous sommes posés la question de savoir, est-ce que les juges ont-ils fait une distinction entre les peines infligées? Est-ce que, parce qu'il y a une dépénalisation du délit de presse, est-ce qu'ils n'ont retenu M. Boucar que dans la diffamation? Par conséquent, on le condamne à une amende et on le laisse partir. Et M. Inouï dans l'association de malfaiteurs informatiques et on le condamne à une peine de prison. Mais si c'est le cas, vous êtes d'accord avec moi que qui dit association dit au moins 2? Oui. Ou 3, ou 4. Alors comment on peut expliquer? C'est pourquoi je le disais tout à l'heure, cette décision est un peu trop ridicule. C'est-à-dire? C'est un peu trop ridicule. Parce qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Si on estime que, comme on a voulu nous le faire croire lors des débats, que M. Martin Inouï n'est pas journaliste, personne n'a nié que M. Boucar est journaliste. On ne peut pas dire que M. Inouï n'est pas journaliste. De mémoire, M. Inouï était le rédacteur en chef avant de faire son journal, du journal La Bagarde. Il peut exercer, peut être à ce poste-là sans pour autant être journaliste. Rédacteur en chef quand même d'un journal, d'un grand journal de la place. Et selon nos informations, en plus, on a des correspondances qui sont arrivées jusqu'à RSF pour dénoncer et dire que M. Inouï n'est pas journaliste. C'est fait par un confrère de la place que je ne citerai pas. Mais tout cela obéit à aucune règle. Un journaliste en prison, parce que moi, aujourd'hui, sur le projecteur que j'ai sur le Tchad, je ne peux pas comprendre quand même que sur un journaliste, quel qu'il soit, peut aller en prison, diffamation, ça a été dépénalisé, Oui. On ne trouve rien dans le dossier. C'est qu'ici,
généralement on entend dire les avocats le dossier est vide, et chacun a peur d'accuser Inouye, mais on le fout en prison quand même. Alors, on doit dire quoi? Il y a un concours de beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui que Inouye est en prison. Si c'est un prisonnier de tout le monde, je dis autorités politiques, journalistes jaloux ou encore d'autres personnes, qu'on réqualifie les choses et qu'on enferme M. Inouye et qu'on le dise sans avoir peur. Mais enfermer un confrère en prison, et on voit beaucoup de chats quand même griffés sur l'épiderme, c'est pas joyeux. Vous, en tant qu'avocat, je veux dire, en dénonçant aujourd'hui la justice dans toutes ses formes bancales, si vous repartez au Tchad, il ne vous en arrivera rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Je fais mon travail, je ne suis pas politicien. Non, mais, à croire que, au vu comment les juges fonctionnent, est-ce que vous ne serez pas sanctionné? Monsieur Assilek, j'aime mon pays, c'est ça mon problème. J'aime comme tout le monde, comme nous tous d'ailleurs. Non. Ah bon? Nous, on ne peut pas aimer notre pays? Non, je ne parle pas de vous. Et je l'ai dit au juge. Lorsqu'il y a un procès qui met en évidence des journalistes, il faut faire attention. Parce que le journalisme, c'est une corporation. Et les journalistes, à travers le monde, ont une certaine solidarité. Donc, oui, c'est ce que nous faisons. Donc, dès qu'il y a un procès qui vise un journaliste, l'affaire est automatiquement ou systématiquement transportée à l'international. Et on scrute. Parce que s'il y a des incompétents au Tchad, ailleurs, il n'y a pas d'incompétents. Les textes que nous avons, à l'étranger, on peut les interpréter. Donc, alors, moi, ce que je voudrais dire au conseil que vous êtes, le problème Inouye est très complexe. Parce que nous, au niveau de la rédaction de Tchadanthropus, nous avons cherché à le regrouper et à écouter beaucoup de gens au Tchad. Et croyez-moi que Inouye est la cible même des confrères journalistes. Je ne vais pas citer des noms, il y a des journalistes qui s'amusent, selon nos informations, à écrire jusqu'à la présidence pour charger Inouye. Il y a des journalistes qui écrivent jusqu'au ministère pour charger Inouye. Et ça n'honore pas le métier du journaliste. Un journaliste, d'abord, on fait ce métier-là sans pour autant, en toute neutralité. On ne tape pas sur un journaliste par solidarité. Mais quand il y a un journaliste ou des journalistes qui veulent faire du métier leur fonds de commerce, on ne peut que les dénoncer. Moi, je pense que ce soit au niveau de la justice ou encore à votre niveau avec vos confrères, il faudrait voir comment, il faudrait élucider le problème Inouye. Je pense que vous êtes en appel. Que les juges reviennent là-dessus. On ne peut pas garder quelqu'un pour 3 ans pour faire plaisir à des gens. Ceci étant dit, je disais tantôt que le métier du d'avocat est très complexe dans un pays comme le Tchad. Mais comment vous vous organisez quand un problème est situé en province? Il est géré en province ou c'est ramené jusqu'à N'Djamena? Non, ça dépend on va dire du client, du justiciable. Lorsqu'il constitue un cabinet d'avocats, il peut décider de mettre des moyens à la disposition de cet avocat
pour lui permettre d'aller prester, on va dire, en province. Donc tout dépend de... D'accord. Il y a des tribunaux en province qui permettent facilement de plaider et tout ça? Bien sûr, nous avons 5 cours d'appel, si je ne m'abuse. Nous avons la cour d'appel de Sarr, parce que en fait, les juridictions sont subdivisées en ressorts territoriaux. Donc nous avons par exemple la cour d'appel de Sarr qui commande jusqu'à Koumra et les tribunaux des villes avoisinantes. Nous avons celui d'Abéché, celui de Moundou. D'accord. Donc pour progresser, hein, celui de N'Djamena, celui d'Abéché. Et je pense qu'il y a, sauf erreur de ma part, une cour d'appel à Mdjaras, je pense, même si ce n'est pas effectif. D'accord. À moins que je me trompe. Mais je pense que, voilà. Donc, si je me mets à commenter, on me dira que c'est politique. Bon, je ne vais pas commenter. Non, mais vérifiez d'abord l'information. Je crois qu'il y a... Non, je sais, il y a un cours d'appel quand même, mais qui n'est pas effectif. Qui n'est pas effectif, voilà. Qui n'est pas effectif. Voilà. Mais bon, à Mdiaras, il n'y a pas âme qui vive, mais bon, s'il y a un cours d'appel. Bon, on ne va pas entrer là-dedans, on va dire. Très bien. Une autre question sur le fait quand, par exemple, vous plaidez un cas et que la chose a été jugée, on ne peut pas revenir là-dessus. C'est ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée. Mais quand la chose est flagrante, est-ce qu'il y a un moyen de ramener le débat? Ça dépend de la matière, on va dire. Vous savez, il y a plusieurs voies de recours que le justiciable peut exercer. Contre une décision rendue en première instance, vous avez ce qu'on appelle l'appel. Lorsque la décision est rendue en appel, vous avez ce qu'on appelle le pourvoi en cassation. En matière civile, il y a eu une innovation. C'est-à-dire que la Cour suprême, qui est la dernière juridiction nationale et qui rend ses décisions en premier et en dernier ressort, c'est-à-dire après ça, il n'y a plus rien, le ministère peut exercer une voie de recours au nom de la loi. C'est une innovation. C'est vrai qu'ailleurs, ça existe. C'est-à-dire on appelle ça le pourvoi au nom de la loi. C'est lorsqu'il y a une violation flagrante, le ministère engage cette procédure pour qu'on puisse, on va dire, pour qu'on puisse régler une question de droit. En matière correctionnelle pénale, il y a ce qu'on appelle la révision. C'est-à-dire que lorsqu'on découvre qu'il y a des faits nouveaux, on peut revenir et décider de rouvrir le débat. Donc, ce sont des voies de recours exceptionnelles, mais qui peuvent être exercées. Donc, pour répondre à votre question, lorsqu'il y a le droit a été tordu, voilà comment on peut le régler. Mais la question n'est pas sur les textes, M. Assilek. C'est sur les hommes. C'est sur les hommes. Les textes, nous avons, comme on a coutume de le dire, les plus beaux textes du monde. Mais l'application pose problème. Vous, en tant que jeune avocat, je présume que vous n'êtes pas le seul, peut-être, à regarder ça avec autant d'amertume. Et que... Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des collègues avec lesquels vous discutez pour constituer une base et noyau qui puisse aller contre ces pratiques-là? Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de mouvement d'envergure, et ça je le décris un peu. Il y a un certain laxisme au niveau des avocats et il y a des magistrats qui moi personnellement m'en ont parlé pour dire que mais écoutez, nous avons une obligation de réserve, mais vous les avocats vous pouvez faire des sorties pour dénoncer telle ou telle autre pratique. Mais il y a encore un certain laxisme au niveau de ça, il faut le reconnaître. Donc la sensibilisation se fait au cas par cas. Dans les petites discussions que nous avons, et nous tentons de nous inculquer réciproquement des valeurs. Pour se dire simplement, écoutez, nous sommes jeunes, certaines pratiques, il faut éviter. Mais est-ce que c'est suffisant?
Dans le cadre des recoupements, dans ce cadre de la justice et la coopération entre les avocats, les justiciables, la justice, etc., on a ouï dire qu'il y a des avocats qui se prennent pour des barons et qui martyrisent des jeunes stagiaires, entre autres. C'est vrai ça? Ouh, quand vous dites baron... si, ils pensent qu'ils sont bien assis par rapport aux autres et que... Vous savez, il n'y a pas de... En réalité, il n'y a pas de petit avocat, il n'y a pas de grand avocat. Non, non, il n'y en a pas. Parce qu'il n'y a pas au monde un avocat qui n'a pas perdu. D'accord, ok. Et tous les avocats gagnent. Ah bah, vous savez... Mais la question que vous posez, en vérité, ça relève du pouvoir de surveillance qui est dévolu au Conseil de l'ordre, qui est l'organe. Absolument, comme donc, ici d'ailleurs. Voilà, exactement. Donc il faut veiller à ce que la déontologie puisse être appliquée à la lettre. Sinon, il faut le révoquer, la personne. Maintenant, je dis simplement que voilà, les jeunes avocats, il faut faire preuve de personnalité, parce que ce n'est pas parce qu'on est un ancien avocat ou un vieux avocat qu'on peut avoir des propos malveillants ou déplacés à l'égard d'un jeune stagiaire, etc. Voilà, donc voilà. Alors, de toutes les façons, je pense que celui qui se sent morveux comprendra exactement pourquoi. Vous visez quelqu'un? Oui, vous savez, on est à Paris, mais N'Djamena c'est petit. Aujourd'hui, si on vous laisse faire les choses, comment vous voyez le devenir, l'avenir de l'avocat tchadien? Je pense qu'il faudrait que les avocats soient responsables. C'est-à-dire? Pourquoi je dis qu'il faudrait que les avocats soient responsables? Responsables de quoi? Il faut qu'ils soient conscients du rôle qu'ils jouent, qu'ils peuvent jouer, ou qu'ils jouent au sein de la justice. Vous savez, il y a quelques années, il y a eu un antécédent entre le ministre de la Justice de l'époque, qui était Sabre, Abdoulaye Sabre, c'est ça. Et le litige qui était né a été porté jusqu'au niveau du président de la République. Parce qu'il y avait une grève qui avait été déclenchée par les avocats. Et je crois que le président avait réagi tellement rapidement qu'il avait reçu. Et il avait clairement signifié que la justice ne peut pas être s'il n'y a pas d'avocat. Mais pour aller plus loin, aujourd'hui dans certains pays africains, les barreaux sont tellement forts qu'ils parviennent à faire plier les choses. Je vous prends l'exemple du Sénégal. Il y a eu des grands ténors, il y a eu des grands bâtonniers. L'ordre des avocats du Tchad, à l'instar des autres institutions, est une institution. C'est-à-dire même dans l'ordre protocolaire, c'est une institution. C'est une institution de la République. Mais si on ne veut pas arracher ce droit ou cette place dans les institutions de la République, cette place-là sera vacante et quelqu'un d'autre viendra l'occuper. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait que les avocats soient conscients. Et responsables. Et je veux le dire, parce que le débat, il n'est plus secret. Il y a quelque temps, il y a eu un bon nombre d'avocats qui ont accédé, je veux dire, à la titularisation après un examen de sortie. Malheureusement, moi je l'ai appris, un peu tardivement certes, mais je l'ai appris quand même, qu'il y avait eu du favoritisme. Absolument. Nous l'avons publié aussi. Vous l'avez publié. Il y a eu du favoritisme. Je pense que pour avoir dénoncé ce fait-là, ça m'a valu la foudre de certains de mes confrères. Absolument. Mais je leur ai dit clairement
que mais cette profession d'élite, où il y a une sélection qui doit se faire à la base, on ne peut pas laisser n'importe qui entrer. Si vous laissez quelqu'un d'incompétent être un avocat, soyez-en sûr, il devient un avocat véreux. Parce que pour pouvoir survivre, ou pour pouvoir vivre, il faudrait qu'il utilise les moyens qu'il aura à disposition, parmi lesquels il y a la corruption. Absolument. Donc, comme dans tous les métiers au Tchad. Donc vous voyez comment nous sommes un maillon essentiel de la justice. De la société, de la justice. Hein. Il y a eu un moment où on a voulu mettre les avocats sous la coupe de l'exécutif, c'est-à-dire créer une école pour former les avocats. Nous l'avons dénoncé parce que dans aucun État au monde, les avocats sont formés par l'État. Et si on l'acceptait, et je crois que le débat est revenu lors du forum, si on l'avait accepté, vous allez juger par vous-même, regardez un peu la situation de la magistrature. Ou encore allons plus loin, il y a quelques années, de l'ENAM. Tout à fait. Donc, heureusement que avec certaines interventions, nous continuons à être un corps indépendant, aussi bien dans la sélection de ceux qui vont entrer que dans la formation. Mais cela n'enlève en rien que nous puissions surveiller notre corps. Très bien. Maître Olivier Guara, bon, merci beaucoup. Merci de ce bref échange, mais qui est assez riche. Je pense que ça permettra à nos téléspectateurs et nos lecteurs de pouvoir un peu se faire une idée sur la fonction qui est autant complexe et difficile que vous exercez au Tchad. Et continuez à vous battre, nous on vous suivra, on fera tout pour apporter la petite pierre à l'édifice et nous ne pourrons que vous encourager. Merci à vous. Merci infiniment. Merci.